Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez commencer à mettre dans le chat. Super. Déjà pas mal de monde de connecté, quasiment 100 personnes. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette 4e session de l'IA Academy. On avait prévu d'en faire 3, mais on repart pour... Alors 5e, session, on avait prévu d'en faire 4 et on repart pour 4 nouvelles. C'est ça Hugo, 5e, en effet. On les voit plus passer et on repart pour 4 nouvelles sessions. Vous êtes déjà avec plus de 120, 130, donc on va commencer assez rapidement pour favoriser aussi ceux qui sont arrivés pile à l'heure et se lancer puisqu'on a pas mal de sujets à voir aujourd'hui avec à peu près 80 slides. On va essayer de faire ça de manière plus structurée et prendre un peu plus notre temps parce que le sujet devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on avance sur les sessions. Donc on va commencer maintenant. Alors, déjà pour rappeler le contexte, j'avais commencé à m'intéresser à l'IA il y a environ un an, un peu plus, 1 an et demi, et on avait fait 4 sessions ensemble, les 4 premières sessions de l'IA Academy, et je pensais m'arrêter là. Et en fait, il y a tellement de nouveautés qui sont apparues et de sujets nouveaux que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire 4 nouvelles sessions sur les agents IA et leur manière en fait d'interagir avec le monde. Là où les 4 premières sessions étaient plus de la théorie et des bases. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le concept d'agent, les agentiques et les multi-agent systems. Donc c'est déjà un sujet assez large. Et je vais te donner un peu le contexte de cette présentation et de cette partage, de ce webinaire. Donc moi, je suis co-CEO de Partout. Donc, je m'appelle Thibaut Renouf, je suis co-CEO de Partout et cofondateur de Tribes. Partout, c'est une société tech française. On est environ 400 collaborateurs. On développe des solutions pour les retailers, notamment avec des produits d'IA. Je vais essayer de m'appuyer sur ces produits pour donner des exemples concrets sur ce qui est en train d'arriver. Et côté Tribes, on est un média sur les scale-up qui existe depuis 2020, bénévole, où on produit des articles, des newsletters, des podcasts. Et aussi 2 livres qui sont liés à ce média où j'essaie de raconter un peu ce qu'on a vécu chez Partout en tant qu'entrepreneur. Cette formation, ce webinaire, il s'intègre dans une série de 4 nouveaux webinaires. Celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est autour de tout ce qui est agent, agentique, chain of thought, React, multi-agent system. Le prochain, ça sera sur le RAG et l'agentic RAG, qui est en fait un sujet très très profond puisque c'est la manière dont les IA, les agents IA peuvent se renseigner sur des sources de données externes. Ensuite, il y a un sujet de dingue qui est en train d'arriver en ce moment, c'est les Voice AI Agents, donc notamment à la révolution du voice-to-voice, tout ce qui est ASR, TTS. Et la dernière partie que je n'ai pas encore fini de creuser, même si j'ai quand même commencé à pas mal me renseigner, c'est tout ce qui est les agents apprenants, la mémoire, long-term memory, short-term, et les différentes manières dont un agent peut se souvenir des choses qu'il a vécues et appris. Déjà, pourquoi parler des agents? En fait, les agents, c'est la 3e vague des 5 vagues de l'IA qu'on peut observer. Depuis les années 2000, en fait, il y a l'IA qu'on appelle prédictive. C'est le machine learning, ce qu'on a vu dans la première session. Concrètement, c'était les idées de détecter du spam, faire de la publicité ciblée. On apprend via des algorithmes de machine learning à l'IA à prédire ce qui va se passer ensuite, notamment utilisé chez Facebook, donc Meta, TikTok ou Google. Ensuite, il y a eu une deuxième vague dans l'IA qui a été celle des copilotes. Donc là, l'idée, c'est je peux interagir avec un assistant qui peut me répondre sous la forme de texte. Donc là, ça va être Copilot, Gemini, ChatGPT, etc., ce qu'on a découvert un peu plus tard, autour de 2020, dans ces eaux-là. Et la 3e phase, c'est celle des agents. À la différence des copilotes, les agents, ce qu'ils peuvent faire, c'est interagir avec leur environnement. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et ça ouvre la porte à notamment des collaborations multi-agent, ce qu'on appelle des multi-agent systems, avec des frameworks comme LangChain ou CrewAI. Et le sujet des agents a notamment été pris pas mal en main par Salesforce et beaucoup de sociétés dans l'IA. Les deux phases qui viendront ensuite, c'est tout ce qui est robotique et AGI. Et donc sur la partie robotique, il y a tous les robots qui arrivent. Alors c'est pas Omimus c'est un autre, c'est Optimus, je crois. Et merci Florian que CrewAI utilise LangChain. Donc juste un point qui est très important dans cette présentation, c'est possible que je fasse des erreurs et qu'il y ait des choses qui soient pas exactes. Moi, mon objectif ici, c'est de partager ce que j'ai compris, mais parfois j'ai des choses que je n'ai pas bien compris. Donc c'est le but aussi, comme il y a quasiment 200 personnes connectées, c'est que vous puissiez
contribuer à cette présentation. Donc, la partie agent, concrètement, il y a une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, c'est on entre dans une ère où chaque entreprise devra non seulement manager des humains, mais aussi des agents IA. Donc, ça a été présenté à Dreamforce par Marc Benioff, qui est le CEO de Salesforce, en septembre 2024. Dreamforce, c'est l'événement le plus important de Salesforce. Et donc, toute entreprise, un jour, aura au sein de son entreprise des agents IA à gérer. Et donc, c'est déjà hyper important de comprendre ce que c'est un agent, mais aussi de savoir quelles sont les différentes composantes. Déjà, qu'est-ce qu'un agent? Vous pouvez retenir 3 choses. Un agent, il a 3 caractéristiques fondamentales. Déjà, il a un objectif, donc on lui donne une tâche ou quelque chose à accomplir. Il est autonome, donc il fonctionne de manière indépendante. Et c'est le point le plus important, c'est les interactions avec son environnement. Donc, il est capable d'agir ou d'aller chercher des informations externes. C'est cette notion d'interaction et d'action qui va être au cœur d'un agent. Si on prend encore plus de recul et qu'on essaye d'identifier les composants des agents, vous allez avoir un agent qui est au milieu, donc ça c'est une petite photo de Jim, le logo de Jim qui est l'agent de partout. Il y a un moteur de raisonnement, donc c'est le LLM concrètement, des instructions et de la planification si le modèle est agentique, c'est ce qu'on va voir après, la base de connaissances, knowledge base en anglais, la mémoire court terme et long terme, et les outils et les actions, qui est un point hyper important qu'on va voir plus en détail après. Donc, on va prendre chacun de ces éléments. Je vous ai écrit à chaque fois un petit texte pour expliquer ce que ça veut dire. Donc, le moteur de raisonnement, c'est le cerveau de l'agent. Nous, chez Partout, on utilise OpenAI, les modèles d'OpenAI hébergés sur Azure. Ensuite, la partie instruction, c'est le prompt. Concrètement, il y a peut-être des détails en plus, mais c'est principalement la partie prompt. Ensuite, vous avez la base de connaissances. C'est toutes les données sur lesquelles l'agent IA va se baser pour répondre à vos questions. La mémoire, on va voir les différents types de mémoire. Et les outils, ça, je vous enverrai les slides si vous avez besoin de vous replonger dedans plus tard. Concrètement, on va prendre chacun de ces éléments, on va un peu détailler. Donc, le premier point, c'est les LLM, donc le cerveau sur lequel s'appuie l'agent. Ici, je vous ai mis à chaque fois les investisseurs, les sociétés, les LLM et les applications. C'est hyper important de bien distinguer ces différentes entités parce que si on parle d'Anthropic, c'est une société qui est détenue par Amazon et qui développe des LLM, donc Claude, avec des applications qui peuvent être par exemple Rufus, qui est intégré à Amazon. Donc à chaque fois, et il manque Mistral. Si, il y a Mistral avec Mistral Large ou Mixtral ou etc. L'application, c'est le chat. Donc c'est très important de différencier les modèles, les sociétés, les investisseurs et les applications. Et donc, quand nous, on parle de moteur de raisonnement, ça va être le LLM, Large Language Model. Si vous vous intéressez à ces sujets-là, il y a toute la formation 2 qui traite des modèles transformers notamment, qui est l'architecture de base de la majorité de ces moteurs de raisonnement. Maintenant, il y a un terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le terme Grounded LLM. Donc, Grounded, c'est lorsque le LLM il est dans le sol, c'est-à-dire qu'il est mis à jour, il est connecté au réel, à des connaissances notamment et à des outils qui sont mis à jour en temps réel. Et ça, cette notion de grounded LLM, c'est en fait le fait qu'un LLM soit connecté à d'autres éléments. Et c'est ça la révolution des agents, c'est-à-dire que les agents, ils sont connectés à leur environnement et donc potentiellement à nous et à des bases de connaissances. Pour la suite, je vais prendre l'exemple de Jim. Donc, je vais juste prendre cet exemple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est Jim avant de rentrer dans les détails des différents éléments. Jim, c'est un agent IA qu'on a construit chez Partout qui s'appuie, comme je l'ai dit, sur les modèles d'OpenAI hébergés sur Azure et qui permet à des retailers et des réseaux de points de vente de répondre à leurs clients sur Internet. Donc, par exemple, on va mettre un chatbot sur le site de Dantego, de Cash Converter, etc. Et vous allez pouvoir contacter ce chatbot sur WhatsApp, par SMS, sur Facebook Messenger et discuter avec l'entreprise. Et Jim va être donc personnalisé pour chaque entreprise. On va lui donner accès à des bases de connaissances et à plein d'informations. Donc concrètement, c'est l'exemple assez classique d'agent IA qui est en fait un assistant pour les clients et dans le cadre de la relation client de l'entreprise. Donc ça vous donne un use case qu'on va utiliser pour mieux expliquer et donner un peu plus de concret à cette présentation. Donc déjà, la première chose, on a dit, il y a le moteur, donc là c'est le LLM, et ensuite il y a la base de connaissances. La base de connaissances, en fait, elle va être composée de différents éléments. Donc pour Jim, on va avoir les informations locales des points de vente, on va avoir la FAQ, donc c'est les questions-réponses. Vous pouvez voir à droite notre plateforme où on va rentrer une question, une question-réponse. Et quand je pose des questions à l'assistant, il va pouvoir utiliser cette base de données. Cette base de données, elle est remplie dans Partout, à la main principalement, pour répondre aux questions les plus classiques des utilisateurs. Mais en fait, ce qui est le plus important,
c'est les données externes. C'est-à-dire que oui, on peut faire des FAQ qu'on peut remplir dans partout, mais la question c'est est-ce que Jim, donc l'IA, est capable d'aller chercher des données qui ne sont pas stockées dans partout, mais qui sont stockées dans d'autres bases de connaissances. Ça peut être le CRM, ça peut être les informations produits, les stocks, etc. Et donc, cette donnée externe, elle fait partie de la base de connaissances et elle est cherchée via une méthodologie qu'on appelle le RAG, dont je vais parler très rapidement après. Mais concrètement, quand on pose une question à un agent, donc en l'occurrence Jim va aller taper dans des bases de connaissances qui sont sur partout, donc le petit logo partout, ou à l'extérieur de partout, mais ça peut être aussi des sites web, des PDF, des conditions générales de vente, plein de données qui sont en dehors de l'interface de Jim. Et ça, c'est le sujet de la session 2 qu'on verra ensemble en avril. Donc le 29 avril à 10 h, il y a une session qui est focalisée uniquement sur les concepts de RAG et d'agentique RAG. Alors, on va voir ce que c'est l'agentique, donc je n'ai pas encore creusé le sujet, mais le concept du RAG, c'est concrètement d'aller chercher des bases de données externes et on va revoir comment on rewrite des queries, plein de choses de text to SQL, text to Cypher, etc., qui sont des sujets un peu techniques, mais qu'on va essayer d'énormément vulgariser ensemble. Maintenant, pourquoi on connecte des bases de données externes? Dans l'exemple de partout, ça va être pour permettre de répondre sur des produits. Donc, on n'a pas toute la base de données de produits de Carrefour ou de Decathlon. Et donc, si un jour on veut répondre aux questions en fait des internautes sur des produits, des disponibilités, il faut aller chercher ces données. Là, on a un exemple d'une plateforme de maquette de partout, puisqu'on n'a pas encore fait ce qu'on appelle le rich content. Mais il faut imaginer demain, quand vous poserez des questions sur des voitures à Citroën, peut-être qu'ils vous répondront avec des modèles. Vous pourrez regarder les différentes fonctionnalités de chaque modèle de voiture, etc. Et il faut savoir que WhatsApp, Facebook ou Instagram, ils travaillent déjà sur le front, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, quand une IA pourra aller chercher des données produits, ce qui est déjà le cas pour certaines solutions. Donc là, vous avez des visuels qui vous montrent l'expérience que vous pourriez avoir demain quand vous discutez avec une marque pour commander à manger, etc. On pourrait imaginer que la commande Deliveroo, en fait, elle se fasse dans une interface de discussion et que vous puissiez dire, en fait, j'ai envie de manger chinois, j'ai envie de tel produit. Moi, voilà, tel est ce qu'est mon budget, je suis localisé là. On peut imaginer une discussion et à la fin, vous avez du rich content. Et cette discussion, elle n'est possible que si l'assistant qui vous parle est connecté à des bases de données externes et peut aller chercher ailleurs. Voilà, c'est fini pour la partie base de connaissances. Maintenant, il y a le troisième aspect des 5 éléments qu'on regarde ensemble sur les agents, c'est la mémoire. La mémoire, il y a 2 types de mémoire. La mémoire court terme, ça permet de se rappeler des phases précédentes et de tenir une conversation logique. Donc, typiquement, c'est la même mémoire qu'on a chez les humains, la mémoire court terme et la mémoire long terme. Tandis que la mémoire long terme, ça permet de se rappeler des conversations passées de l'année dernière ou d'il y a 10 ans et de faire appel à des choses un peu plus anciennes. Sur les différents types de mémoire et la capacité d'apprendre pour un LLM, c'est le sujet de la 4e session de cette série où on va aller vraiment plus en profondeur sur qu'est-ce que la mémoire d'un agent, comment s'en servir et comment la stocker. Donc, pour rappel, le framework le plus simple pour retenir ce que c'est un agent IA et avec l'exemple de Jim, un agent IA, c'est quelque chose, c'est un système qui permet d'interagir avec l'environnement basé sur un LLM et il y a 4 éléments, le moteur de raisonnement, les instructions, la base de connaissances, la mémoire et les outils. Et donc là, vous posez sans doute la question de quoi on parle quand on parle d'outils, qui est le 5e composant d'un agent. Alors, je vous conseille le podcast de Underscore. Underscore, ça fait partie des contenus en français qui sont vraiment quali en termes d'IA et de tech et assez abordables en termes de complexité. Et ils ont reçu il n'y a pas longtemps Arthur Mensch, donc le CEO et fondateur de Mistral AI. Et je voulais juste mettre une citation qui, moi, j'ai bien aimé dans le podcast. Alors, le podcast, je vous conseille de l'écouter, il est vraiment sympa. Je vais la lire. C'est « On utilise généralement les modèles pour générer du texte, mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils génèrent des appels à des outils et qu'on les utilise comme des orchestrateurs, comme des operating systems. Chez Mistral, on travaille beaucoup pour avoir des modèles qui puissent être connectés à plein d'outils différents, auxquels on peut poser des questions et donner des tâches, et qui vont réfléchir eux-mêmes aux outils qu'ils vont appeler. » Donc, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire tout ça. En fait, concrètement, ça veut dire qu'un LLM, au sein d'un agent, donc LLM, c'est le moteur de raisonnement, il peut aller chercher dans des bases de connaissances, ça on l'a vu, mais il peut aussi appeler des outils. Pour appeler des outils, il va envoyer un message codé, il va envoyer du code à un autre système. Concrètement, quand on discute, l'IA va discuter avec moi et me répondre en texte.
mais quand il va envoyer une commande à quelqu'un, à un système, il va discuter avec du code. Je prends l'exemple de la commande en ligne. Vous discutez avec l'outil partout. Pourriez-vous me livrer ce burger que j'ai commandé? Et l'agent va dire, bien sûr, nous venons de valider la livraison. Donc là, c'est une réponse à un humain. Et en plus, il va envoyer un message à la commande, au système de commande pour dire order, item, burger, user ID 9876 et adresse, etc. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité, qu'on a développée chez Partout, qui est typiquement une capacité d'agir sur d'autres systèmes. C'est la connexion entre un agent et un CRM. Imaginez votre agent, il discute avec vos clients et à un moment, il y a un client qui veut prendre un rendez-vous ou être rappelé ou qui dit qu'il est intéressé par tel ou tel produit. Vous avez peut-être envie que l'agent collecte des informations et prenne toutes ces informations et l'envoie à votre CRM qui peut être Salesforce, HubSpot, Pipedrive, etc. Donc, nous, on a développé ça. C'est une forme d'outil et cet outil, c'est un outil de lead collection qui est développé par Partout. Donc, Jim est l'agent et il peut faire appel à un outil qui consiste à collecter des éléments, des informations qui peuvent être le nom, le prénom, le téléphone. Pour nous, c'est le nombre de points de vente. Ça peut être d'autres informations pour vous et le mettre directement dans votre CRM. En fait, ça va être bien un webhook. On va envoyer cette donnée à Salesforce, à Pipedrive, à HubSpot. Et on voit bien la différence ici entre un chatbot classique et un agent. L'agent va avoir la capacité de prendre des actions sur d'autres systèmes. Ici, ça consiste principalement à créer un lead dans le CRM du client. Voilà, donc on va s'arrêter sur la partie agent et on va aller un cran plus loin sur la partie agentique. Donc, les agents agentiques, alors il y a eu plein de posts qui ont été faits sur LinkedIn récemment en disant que seuls les agents doués de planification étaient vraiment des agents. Alors moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça et je me suis quand même creusé pas mal le sujet. En fait, on va distinguer dans ce webinaire les agents classiques des agents agentiques. Et c'est vraiment une distinction importante parce que tout le monde utilise le terme agentique, mais j'ai l'impression, de ce que je comprends, et après, je suis très ouvert à débat parce que je ne pense pas avoir la vérité absolue, mais qu'il faut vraiment distinguer ces deux choses-là. Donc, un agent non agentique, si on simplifie, il n'a pas de capacité de planification, alors qu'un agent agentique, il est capable de planifier. Donc, typiquement, un agent non agentique, ce qui va donner la bonne tenue à mettre. Donc, imaginons, vous voulez à chaque fois poser une question et l'agent, il va vous dire mets un t-shirt ou mets un pull ou mets une écharpe. Ça pourrait être un agent. Hein. Cet agent, il va être connecté à quoi? À la météo. Donc ça, c'est une base de données externe, une action qu'il va prendre pour obtenir la météo et vous donner ensuite la tenue à mettre. Et en fait, il est programmé pour ça. Et donc, quand vous lui demandez quelle tenue mettre demain ou dans une semaine, il va regarder la météo et il va dire mets juste un t-shirt, il fait beau. Ça, c'est un agent non agentique. Il est basé sur un LLM, il a des API connectés, il peut utiliser des outils qui sont ces API et il peut me répondre en langage naturel. Maintenant, imaginons un autre agent qu'on appellerait agent agentique et qui aide à organiser des voyages. Je le contacte et je lui dis je vais monter la Sainte-Victoire par l'Est demain. Combien de litres d'eau dois-je prendre? Là, on est vraiment sur une question vraiment complexe. Et surtout, on n'a jamais posé la question à l'IA. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on ne lui a jamais posé la question, Jim, donc le petit logo, il a accès à plein de bases de données qui peuvent être la météo, sa mémoire, des bases de données externes. Il peut même faire des recherches sur Internet, mais il est un peu bloqué parce qu'il ne sait pas comment faire. Et là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, j'ai un plan. Et son plan, c'est assez simple. C'est d'utiliser différentes bases de données pour prendre des éléments qui vont lui permettre de répondre à la question complexe. Exemple, je vais voir les parkings qui sont au départ à l'est de la Sainte-Victoire pour garer la voiture et je vais voir combien de temps ça met pour monter la Sainte-Victoire. Et donc, je vais voir qu'il faut environ 2 heures. La Sainte-Victoire, c'est une montagne à Aix-en-Provence, entre Marseille et Aix. Et il faut 2 heures, donc, OK, j'ai à peu près un temps. Ensuite, je vais poser la question, je vais regarder dans ma mémoire et je vais voir combien de personnes partaient à Aix dans ce groupe d'amis. On me l'a peut-être déjà dit, peut-être que je vais trouver. Et ensuite, je vais regarder la chaleur. S'il fait 40 degrés, je vais peut-être avoir besoin de plus d'eau que s'il fait 15 degrés. En combinant ces éléments, je vais être capable de répondre à la question de combien de litres d'eau il faut. Mais on ne me l'avait jamais posé. Donc, le principe de l'agent agentique, c'est tout simplement la capacité à prendre des outils, choisir les bons outils et, en utilisant ces outils, définir un plan en plusieurs étapes qui va tout simplement permettre de répondre à la question à laquelle il n'avait jamais pensé.
vous avez vu, il y a marqué combien de personnes. Là, il peut utiliser sa mémoire. Donc, il va aller chercher, peut-être que dans la discussion avant, je lui ai dit, en fait, je vais à 4 personnes à Aix. Il va se dire, OK, ils sont 4. Mais peut-être qu'on peut mettre un human in the loop. Human in the loop, c'est HITL. Donc, il y a plein d'acronymes dans l'IA. C'est, en gros, on va mettre un humain au milieu du process. Et ça veut dire qu'en fait, il va me dire, si j'ai besoin de savoir, si tu veux savoir combien d'eau il faut prendre, il faut juste me dire combien de tes amis se sont motivés à monter la Sainte Victoire. Donc, il est capable de savoir la distance, il est capable de savoir la température. Et puis après, il va me poser des questions pour avoir plus d'informations, comme on donne beaucoup l'image du stagiaire ou de l'assistant qui va juste poser des questions s'il n'a pas toutes les informations. Human in the loop, ça peut arriver dans plein d'autres cas. Par exemple, si vous avez un agent qui est en charge de gérer votre compte bancaire, peut-être qu'à chaque fois qu'il fait un virement, il va vous demander de valider le virement. Si vous avez un agent comme Operator qui a été développé par OpenAI, qui va sur Internet, qui veut réserver un hôtel pour vous, peut-être que pour faire la réservation, il va vous demander la validation. Donc, Human in the Loop, c'est quelque chose qui permet à un agent, à un moment, de faire intervenir un humain, souvent l'humain qui lui parle, pour valider une opération ou répondre à une question sans laquelle il ne peut pas traiter la demande. Maintenant, si on résume sur les agents agentiques, il y a 4 grandes composantes, mais vous avez retenu la principale, c'est la planification. Un agent, il a des outils. Un agent agentique, il a des outils et il peut planifier. Et on va voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc, premier élément d'un agent agentique, c'est son intentionnalité, sa planification. Donc, il est capable d'élaborer des stratégies ou de planifier ses actions. Ensuite, il est capable de raisonner sur des choses un peu plus complexes. Il est aussi capable d'être proactif, donc d'initier des actions sans déclencheur direct. Par exemple, me poser une question sur combien de personnes on est. Et il s'adapte à son environnement changeant. Donc, si peut-être il fait moins beau demain, peut-être qu'il va revenir vers moi et me dire attention, il va faire moins beau, ce genre de choses. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique. On est parti des use cases. Maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes et les frameworks qui permettent aux agents d'être agentiques. Point important, dans la majorité des cas, un agent n'a pas besoin d'être agentique pour être utile et efficace. Et ça, c'est un papier notamment d'Anthropic qui a été publié sur la différence, les différents types d'agents. C'est important de retenir que la majorité des agents IA aujourd'hui ne sont pas agentiques. Et ça, je pense que c'était un des éléments de discours d'Anthropic qui a mené à pas mal d'incompréhension sur ça. Maintenant, si on prend les 3 types de modèles chez OpenAI, si on simplifie OpenAI, parce qu'ils ont sorti beaucoup de modèles. Rappel, OpenAI, c'est la maison, enfin c'est la société, et après ils sortent des modèles. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces modèles, il y en a plein, et on s'y perd un peu. Donc si on les regroupe, il y a les modèles GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ça, on l'a vu dans la session 2 sur les Transformers, que le modèle GPT, c'est un acronyme pour Pre-trained Transformer. Donc là, il y a GPT-4, GPT-5, et concrètement, c'est des modèles de texte principalement qui peuvent traiter le langage et qui génèrent du texte de manière fluide. Ensuite, il y a un deuxième type de modèle qui est le modèle O. Le modèle O, c'est un modèle multimodal. Donc multimodal, ça veut dire qu'il est capable en entrée de traiter des textes, des images, de l'audio et plein d'autres choses. Alors que le modèle GPT, GPT-4 et 5 n'était pas capable de traiter différents types de médias. Dans ces modèles O et dans les modèles généralement d'OpenAI, mais aussi de plein d'autres entreprises, vous avez les modèles larges et les modèles mini. Ça aussi, vous pouvez référer au 3e webinaire qui explique un peu la taille des modèles, les poids, etc., les nombres de tokens, enfin plein d'éléments qui sont assez importants pour comprendre un peu ces différents segments. Et vous avez un autre type de modèle, qui est un modèle qui commence alors, c'est pas vraiment un modèle en soi, c'est plutôt une forme d'architecture, c'est les modèles COT, c'est les modèles qui vont être capables justement de raisonner par étapes. Et donc, c'est des modèles qu'on pourrait qualifier d'agentiques. Et ça, c'est la série O1, O1 Preview, O1 Mini, et ils vont s'appuyer, comme vous le pouvez, le C petit o grand T, c'est Chain of Thought. Et donc, ces modèles O1, O1 Preview et O1 Mini s'appuient sur une forme de réflexion qu'on appelle Chain of Thought et qu'on va regarder maintenant. Alors, Chain of Thought, c'est concrètement une chaîne de pensée et c'est la capacité d'un modèle à passer par des résultats intermédiaires avant d'avoir une sortie finale, avoir une réponse finale. Donc, en gros, Chain of Thought, ça répond à un raisonnement complexe parce qu'en fait, les raisonnements complexes, c'est vraiment un défi pour les LLM. Ils ne savent pas par où commencer.
Et donc, le chain of thought, c'est une approche en intelligence artificielle qui va simuler le process de raisonnement humain. Et si on reprend là encore l'exemple de combien de litres me faut-il pour faire l'ascension de la Sainte Victoire demain, vous allez réfléchir comme ça, vous allez dire, OK, il faut que je sache combien de temps ça va me prendre, il faut que je sache si je vais avoir très chaud, il faut que je sache combien il y a personne. C'est comme ça que vous allez le faire. Mais comment l'IA peut-elle travailler sur ce concept d'étape? En fait, on va déjà le chain of thought prompting, c'est d'expliquer à l'IA qu'il faut raisonner par étapes. Donc là, c'est un exemple assez standard. Si je vais voir ChatGPT, donc je lui demande, alors je pense que maintenant il y a du chain of thought qui est impliqué, enfin qui est mis dans tous les modèles fondationnels que vous utilisez. Donc c'est important de se dire que c'était plutôt à l'ancienne. Si je demande Roger à 5 balles de tennis, alors je reprends. La première étape ici, c'est de donner un one-shot prompting. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Les shots, c'est des exemples qu'on donne aux IA pour qu'elles sachent comment faire l'opération. Donc, le one-shot prompting, je vais lui expliquer comment résoudre ce type de problème. Et ensuite, je vais lui demander de résoudre un problème similaire. Exemple. Roger a 5 balles de tennis. Il achète deux boîtes contenant chacune 3 balles. Combien de balles a Roger? Donc là, tout simplement, Roger, il a 5 balles. Il en achète 2 fois 3. Donc, j'ai fait 6. Et donc, il a 11 balles. Je lui mets la réponse. Maintenant, je vais lui demander un problème similaire et je vais voir s'il est capable de le faire. Mathilde a 23 pommes, elle utilise 20 pour préparer le déjeuner et en achète 6. Combien de pommes lui reste-t-il? Sortie du modèle, erreur. Le modèle n'a pas été capable de faire le chain of thought, de faire les étapes. Et donc, la manière dont on peut apprendre à un modèle à raisonner par étapes, c'est de lui expliquer les étapes. Donc, le chain of thought prompting, c'est du prompt qui va utiliser des shots qui vont expliquer les étapes nécessaires pour résoudre une équation. Exemple, mon Roger, il a toujours 5 balles, il achète 2, chacune 3 balles. Je vais, dans ma réponse, qui est mon shot, expliquer le calcul. En fait, il y a deux boîtes qui contiennent chacune 3 balles, ça fait donc 6 balles. Au total, 5 plus 6 égale 11, la réponse est 11. Et là, quand je vais demander la même question sur les pommes, le modèle a compris qu'il fallait raisonner par étapes. Et donc, en sortie du modèle, il va me trouver la bonne réponse. Donc, ce qui est intéressant dans le chain of thought prompting, c'est qu'on va apprendre à une IA à raisonner par étapes. Donc, le chain of thought, c'est la capacité d'une IA à raisonner par étapes. Et c'est, vous avez une entrée, il y a un résultat intermédiaire, deuxième résultat intermédiaire, et ensuite une sortie. Il y a un deuxième concept qui est assez intéressant, c'est le tree of thought, en gros, qui a été lancé à partir de décembre 2023. En entrée, vous avez une question. Et là, en parallèle, le modèle va tester des résultats intermédiaires. Il va tester des stratégies. Peut-être que dans la première stratégie, il va se dire, quand je veux faire la Sainte Victoire, qu'il va aller sur Internet pour trouver la distance, ou alors qu'il va chercher le parking le plus proche et faire une requête à Maps pour savoir comment on arrive en haut. Il va peut-être, il va prendre plein de méthodes. Ou alors, tout simplement, il va prendre une méthode qui va chercher sur Internet combien de litres d'eau il faut prendre pour aller à la Sainte Victoire. Juste, il va chercher ça. C'est une autre méthode. Et en fait, le tree of thought, c'est tout simplement la capacité d'un modèle à lancer en parallèle différentes stratégies pour répondre à une question. Donc là, je vous ai mis des couleurs. Tout à droite, la stratégie, la première étape semble être la bonne, la R1.3. Mais en fait, ces résultats intermédiaires 3 semblent donner quelque chose de bien, mais en fait, il reste bloqué en étape 2 parce que ça ne donne pas des bons résultats. Et à la fin, le résultat R1.4 est le plus crédible, semble être le mieux. Et donc, dans ces différentes étapes, il s'arrête et il se dit, OK, ça, c'est mon meilleur résultat parce que ça a l'air le plus probable d'être bon et il va me répondre. Alors, maintenant, on a fini Chain of Thought. Si vous voulez pousser un peu plus, vous pouvez faire comme je fais régulièrement, poser des questions à ChatGPT aussi. Il répond extrêmement bien et creuser les sujets pour essayer d'aller plus loin dans chacun des sujets qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on est obligé de voir un peu les choses en surface pour que vous ayez les grands concepts. Donc maintenant, on va parler du React. Alors, premier point, React dans l'IA, c'est pas pareil que React.js, qui est une bibliothèque JavaScript qui a été développée par Facebook en 2013, que vous connaissez peut-être déjà. Donc en gros, quand vous entendez React, vous dites « Ah, mais j'ai déjà entendu React », c'est pas de ce React-là dont on parle. Concrètement, les LLM, donc on l'a vu, ils peuvent utiliser des bases de connaissances. C'est les petits livres qu'on voit à chaque fois quand je mets les outils, et les outils juste à droite. En fait, le framework React, c'est la réunion de l'approche Chain of Thought et de l'action. Donc React, c'est Chain of Thought, c'est Reasoning and Action.
Okay, si je prends un schéma très simple, j'ai d'un côté tout ce qu'on a vu sur le chain of thought et de l'autre côté l'exécution d'action. Et le re, c'est pour reasoning. Et le act, c'est pour action. Donc, quand vous entendez React, il faut se dire, il raisonne par étape et il prend des actions pour chaque étape. Voilà, ce framework, c'est ce framework-là aujourd'hui qui permet de répondre à des questions complexes quand on est un agent IA. Alors, on n'est pas des agents IA, mais quand on est face à un agent IA. Et ce framework React, alors chaque fois, j'essaie de vous mettre des couleurs pour que ça soit le plus visuel possible. Je vais avoir en entrée la question. Donc, ma question, elle arrive dans une étape qui est le thought, donc la réflexion. Je vais réfléchir. Ensuite, il y a le bleu, je vais envoyer vers une action et je vais observer. Et ensuite, je vais faire ce trio, ce triangle, réflexion, action, observation, jusqu'à avoir ma réponse finale. Donc ça, c'est le framework React, très simplifié. Et on va voir comment ça peut s'appliquer à un cas très spécifique, très simple, comment à la fois la partie réflexion par étape, donc chain of thought, et action, combinée, nous donne en fait une capacité à aller chercher des informations beaucoup plus puissantes et des modèles qu'on appelle modèles agentiques. Hein, on est toujours sur le sujet des modèles agentiques. Comment ça fonctionne? Prenons un exemple. Alors voilà, la question que je vous voyais à droite. Donc, Thibault Lévy-Martin, c'est mon associé chez Partout. Et la question que je vais poser au LLM, enfin à l'agent, pardon, c'est quand est-ce que Thibault Lévy-Martin a-t-il créé sa première société? Donc ça, c'est la question que je lui pose. Ça l'envoie à la réflexion. Donc, ça arrive dans un LLM et qui se dit, OK, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le LLM va identifier une première action pour tenter de répondre à la question. Et sa première action, ça va déjà être de chercher quelle société Thibault Lévy-Martin a créée. Donc ça, c'est sa première action qu'il fait. Il fait sa première action et il va sur Internet et il recherche. Et il va rechercher sur Internet, donc quelle société Thibault Lévy-Martin a-t-il créé? Il a créé 2 sociétés partout et une autre société qui s'appelle Idyll Garden avec d'autres gens. Hein, il est cofondateur, mais c'est important juste d'avoir les 2 sociétés. Et donc là, avec cette information qu'il a créé 2 startups, l'agent va devoir répondre et il va faire l'observation. J'ai une question qui dit quand Thibault Lévy-Martin a-t-il créé sa première société? Une réponse qui dit il a créé 2 sociétés partout à Idyll Garden. Est-ce que je peux répondre? Non. Donc, je relance la boucle. Je vais réfléchir. Maintenant que j'ai ma question, ma première information, c'est mon résultat intermédiaire 1, je ne peux pas répondre, donc il me faut un résultat intermédiaire 2. Le processus itératif permet donc d'identifier une deuxième action, c'est chercher à quelle date les 2 startups ont été créées. Partout a été créé en 2014, Idyll Garden en 2019. Donc là, c'est des informations additionnelles, c'est mon résultat intermédiaire 2. Je renvoie vers l'observation. L'observation dit, est-ce que j'ai toutes les informations pour répondre à la question? Oui. Et donc, je réponds. On aurait pu faire le même exemple avec l'exemple de la Sainte Victoire. En entrée, j'ai ma question. La réflexion, c'est il faut chercher la température. L'action, c'est d'aller faire appel à l'API de météo. Observation, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas toute l'info. Et ça fait le triangle comme ça 3 fois. Et on a 3 résultats intermédiaires avant la réponse finale. Il y a un autre framework qui est le framework ReWU. C'est Reasoning Without Observation. Là, on est de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de boucle, mais en fait, l'humain ou l'IA va valider le raisonnement. Donc là, on ne va pas avoir cette phase d'observation. On va juste avoir la question. La réflexion, elle va donner un plan. Par exemple, je vais faire comme ça. Je vais d'abord regarder la météo, ensuite regarder la distance, et puis de savoir combien de personnes. Les 3 actions sont run en parallèle. J'obtiens 3 résultats parallèles, output, et la combinaison des 3 va me donner ma sortie finale. Et on ne va pas avoir cette phase d'observation puisque le plan a été validé avant la réflexion par triangulation que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on a fini pour parler des agentiques, du chain of thought et du React. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un agent, à la différence d'un LLM, peut prendre des actions et qu'un agent agentique est capable de planification et que cette planification, elle s'appuie sur des frameworks, notamment le chain of thought et le React.
Maintenant, on va parler d'un sujet qui est, je trouve, est juste passionnant, c'est le multi-agent system. Alors, reprenons un peu de recul. Qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est un ensemble de modules. Donc, un système est composé de plusieurs modules qui collaborent via des workflows. Alors ça, pour ceux qui aiment bien Salesforce, le terme workflow, c'est à peu près la même chose. En gros, on va passer de l'information, des actions. Si le client m'envoie un mail, je lui réponds ça. Ça, c'est des workflows. Et donc, ça va être un mode de collaboration entre des modules. Et chaque module va prendre un input et le transformer en un output. Et donc, vous avez une entrée et plein de modules. Et ces modules forment un système. Et vous avez une sortie. Maintenant, pour que ces modules travaillent ensemble, il y a une couche qu'on appelle l'orchestration layer. L'orchestration layer, il faut l'imaginer comme un chef d'orchestre. Vous avez un module 1 qui joue de la batterie, un module 2 qui joue, alors je vous ai mis module 1, module 1, module 1, c'est que je n'ai pas changé mes infos, mais vous avez module 2 qui joue un autre instrument, et l'orchestration layer, il fait collaborer l'ensemble des modules dans le système. Et ces modules, ça peut être soit des LLM seuls, soit des agents, soit juste une calculette ou un algorithme, ou une automatisation très simple. Et la question qui se pose, c'est comment je fais collaborer un ensemble de modules ou un ensemble d'agents. Et après, vous avez les agentic systems qui est pour aller un peu plus loin. Alors, on a vu qu'un agent IA, il peut interagir avec des connaissances, il peut interagir avec des outils, il peut interagir avec des humains, mais le plus fou, c'est qu'il peut interagir avec d'autres agents. Quand un agent interagit avec d'autres agents dans un système, on parle de multi-agent system. Alors, si on reprend le cas de Jim. Jim, pour rappel, c'est l'agent IA qui a été développé par partout dans le cadre de notre activité qui consiste à aider les entreprises à discuter avec leurs clients et à répondre à leurs questions. Le petit logo Jim que je vous ai mis, c'est pour expliquer qu'il y a, à date, qu'un seul Jim. Parce que Jim a été conçu comme un agent qu'on appellerait monolithique ou généraliste. C'est-à-dire qu'il travaille tout seul. On lui pose une question, il a des outils, il y répond. Il a des bases de connaissances, il y répond. Il est tout seul. Mais il y a une révolution qu'on essaye de passer chez partout, c'est la construction d'un multi-agent system. Alors l'acronyme c'est MAS, MAS. Et là, on a trouvé un petit nom pour les petits agents, c'est les Jimmy. Alors, on a les Jim, qui est le grand agent, alors on peut ce qu'on appellerait l'orchestrator, et vous avez les petits Jim, qui eux travaillent chacun sur un cas d'usage ou une action, donc ils collaborent. Point important, ici, ces agents, ils ne sont pas agentiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de répondre à des questions auxquelles de faire de la planification. On est vraiment sur des Jimmy très simples. Donc, c'est des Jimmy qui ont tout simplement un LLM, un prompt, un modèle, etc. Et ces Jimmy, on va voir comment ils peuvent collaborer entre eux. Tout ce que je vais prendre avec l'exemple de partout est véridique pour énormément de multi-agent systems. Mais l'idée, c'est de vous prendre un peu le concept qu'on a chez partout. Pourquoi déjà créer un multi-agent system? Alors, il y a 5 raisons qui me paraissent hyper importantes à comprendre. Le premier, c'est que plus un agent est focalisé sur une tâche, moins il y a d'hallucinations et de sorties de piste. En fait, ces agents spécialisés, ils ont moins d'outils, moins de données. Et donc, le problème de l'IA, on le rappelle, c'est les problèmes d'hallucination et de sortie de piste, c'est-à-dire ça peut boucler, etc. Là, on va mettre ce qu'on appelle les guardrails, c'est la capacité en fait de bloquer les sorties de piste. Et donc, l'agent va être très focalisé sur une tâche. De l'autre côté, en plus, le deuxième point, c'est que quand vous avez une question qui rentre, vous allez répondre avec un modèle. Et ce modèle, il a une puissance. C'est Mistral Large ou Mistral Mini ou GPT-4o ou je ne sais pas. Et chacun de ces modèles consomme de l'énergie et coûte de l'argent. Mais ça ne sert à rien de répondre à une question très simple avec un gros modèle. En fait, vous perdez de l'argent et vous consommez trop d'énergie. Parce qu'il faut éviter de tuer une mouche avec un bazooka. Donc, en gros, le concept ici, c'est tout simplement de choisir le bon modèle en fonction de la complexité de la tâche pour baisser les coûts et baisser la consommation d'énergie. Troisième élément, si le modèle est plus petit, potentiellement, il va être plus rapide et donc, il va y avoir moins de latence. On verra dans
webinaire numéro 3 qui est sur l'AI Voice, donc les agents vocaux, que la latence est l'enjeu principal en agent vocal. Et donc, la réactivité dans la réponse est clé. Donc, avec un multi-agent system qui va rediriger chaque requête vers le modèle le plus efficace, à la fois en termes de qualité de réponse, mais surtout en termes de réactivité, va permettre d'accélérer. Le quatrième point, c'est que la collaboration entre les agents augmente la performance, notamment via des workflows et des feedbacks. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez le voir si vous testez CrewAI, qui est un instance pour faire des multi-agent modèles. Vous allez pouvoir voir qu'ils se collaborent entre eux et que parfois, il va dire, non, là, désolé, ce n'est pas de l'information que je voulais, est-ce que tu peux retravailler ton information? Comme une équipe, en fait, l'équipe va aussi améliorer la qualité des outputs de chacun. Dernier point des avantages d'un multi-agent system, c'est que la mémoire est plus facile à stocker quand on fait moins de choses. Et ça, vous le savez, si demain, vous êtes dans une entreprise et vous devez vendre 70 produits, c'est beaucoup plus difficile que si vous devez en vendre qu'un seul. Pour les IA, c'est pareil. Si elles n'ont qu'une tâche, qu'une seule, elles vont plus facilement retenir ce qu'elles apprennent et donc s'améliorer en continu. Là, c'est vraiment un enjeu, puisque l'amélioration continue, et c'est le sujet de la 4e session de cette 2e série de webinaires, c'est un enjeu hyper important pour les agents sur le long terme. Donc, ça, je mets juste un point, un multi-agent system composé d'agents agentiques est un agenting system. Donc là, je fais un merge des deux concepts qu'on a vus, le MAS et l'agent agentique. Et donc, quand vous entendez parler d'agentic system, maintenant, vous pouvez dire, souvent, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a très peu d'agentic system en production actuellement, et il y a très peu déjà d'agentic qui sont en production. Et je n'avais jamais entendu la référence à AS pour agentic system. Prenons le cas de partout pour que ça soit plus concret. Donc Jim, on a dit que c'était le chef d'orchestre, c'est l'agent référent qui peut déléguer des recherches et des actions. Et les Jimmy, je vous en prends 3 exemples. Il y a le Jimmy FAQ qui, lui, travaille donc sur un modèle qui est le petit lama de Facebook. Lui, il a accès à une base de données vectorielle des FAQ et il peut y accéder via du RAG. Vous avez un deuxième Jimmy qui, lui, connaît toutes les données locales des points de vente. Par exemple, les adresses, les horaires, les numéros de téléphone. Et lui, il travaille sur Anthropic et il a accès à une base de données partout aussi. Et vous avez un troisième Jimmy qui, lui, il est spécialisé sur les données produits. Et il travaille sur des modèles d'OpenAI et il a accès à la base de données, donc database, DB, client. Chaque agent dispose donc de son propre modèle, de ses propres instructions et capacités de planification, de sa propre base de connaissances, de ses propres outils et de sa propre mémoire. Là, vous avez un multi-agent system de 4 agents avec un orchestrateur et des petits Jimmy qui sont en fait qui font les tâches qu'on leur délègue. Donc, on a vu que les agents IA dans un système, dans un multi-agent system en particulier, ils collaborent entre eux sous la forme de workflow. Maintenant, c'est assez passionnant de voir comment ils peuvent collaborer. En fait, ils peuvent collaborer un peu comme des humains et on va voir comment ça fonctionne. Donc, on va voir ensemble 5 types de workflow. Le premier type, c'est le prompt chaining. Donc, c'est les chaînes de... En fait, on va enchaîner les tâches de manière séquentielle. On va creuser ensuite sur chacun de ces appels. Le deuxième, c'est le routing. On va rediriger au bon agent par typologie de requête. Vous avez ensuite la parallélisation. C'est des agents qui travaillent en parallèle pour réaliser des tâches. Ensuite, vous avez un modèle qui est l'orchestrator worker. C'est ce qu'on veut faire chez partout. Donc, c'est la tâche, elle est découpée en sous-tâches. Et ensuite, on va orchestrer le travail des différents agents. Et le dernier, c'est l'évaluateur optimizer. C'est un agent propose une réponse et l'autre, il donne son avis. Juste un point qui est assez fou. Si on prend l'exemple de l'évaluateur optimizer qu'on va creuser, si vous demandez à un agent IA d'écrire une thèse sur le presence management, qui est le produit de partout, imaginons, et que vous lui demandez de le faire sans faute d'orthographe, il sera moins performant que si vous avez 2 agents, un premier qui écrit et à l'autre, vous lui demandez juste de checker les fautes d'orthographe. Et on voit bien que dans cet exemple, la division des tâches en plusieurs agents améliore la qualité de l'output. Et donc, les multi-agent systems complexifient aussi la manière dont on conçoit les tâches, mais la séparation des tâches améliore la qualité. Donc, prenons les exemples. Il y a quelqu'un qui parlait de Fordisme. Donc, le premier cas de Fordisme, c'est les chaînes. Donc, chaque agent
travaille à la chaîne, dans une chaîne qu'on appelle le prompt chaining ou le chain séquentiel. La répartition des tâches, j'ai une entrée. L'agent 1 prend cette entrée, crée un output. L'agent 2 prend l'input et crée un output, etc. jusqu'à la sortie. On parle de chain et c'est sous forme de séquence. Maintenant, prenons un exemple très concret pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Imaginons que vous contactiez la Fnac et que la Fnac, qui n'est pas client de partout, est souscrit à l'offre de partout. Bonjour, j'écris sur WhatsApp, je voudrais acheter un iPhone près de Guy Moquet. Donc là, c'est hyper compliqué comme question. Et l'orchestrateur va se dire, OK, à qui je dois demander ça? Déjà, il y a une localisation qui est Guy Moquet. Guy Moquet, c'est une station de métro à Paris. Donc, il faut que je trouve les Fnac qui sont près de Guy Moquet. Donc, première chose, je vais sortir les 5, je vais demander à Jimmy Localisation quels sont les 5 Fnac près de Guy Moquet. Jimmy Localisation va me sortir 5 Fnac. Maintenant, ces 5 Fnac, elles vont être envoyées à Jimmy Stock. Jimmy Stock, lui, quand on lui donne des points de vente et un produit, il est capable de dire s'il y a des stocks et combien il y en a. Et donc, Jimmy Stock, il répond, voici des stocks d'iPhone 16 dans ces 5 magasins. Et Jim, qui est celui qui va répondre au client, va tout simplement prendre l'output de Jimmy Stock et dire, il y a des iPhones à la Fnac de Saint-Lazare. Et on voit qu'en fait, chaque Jimmy est spécialisé pour obtenir un résultat intermédiaire. Donc, on est un peu comme du prompt chaining, comme du chain of thought, sauf que là, c'est sous la forme de workflow. Donc, on n'est pas sous la forme d'une réflexion agentique, on est vraiment sous la forme de séquence. Prenons une autre manière de travailler avec des multi-agent systems. C'est ce qu'on appelle le routing. Le routing, c'est que vous avez un petit Jimmy qui s'appelle Jimmy Router et qui va se dire à qui j'envoie ma requête en fonction de l'entrée à qui j'envoie ce travail-là. Donc, typiquement, il va envoyer au bon agent s'il pense que c'est une chose ou un autre. Ça va permettre, comme on l'a vu, de baisser les coûts et de fournir une bonne réponse dans la majorité des cas. Mais en fait, ça existe de manière incorporée à des modèles. C'est ce qu'on appelle mixture of model ou mixture of expert. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu MOM ou MOE. En fait, le MOM ou MOE, c'est une sorte de routing de tâches comme Mixtral, très bon exemple, comme Mixtral ou comme Google Switch Transformer ou comme GPT-4 MOE. Et donc là, le travail, c'est du routing, c'est-à-dire qu'on va rentrer de la donnée et ensuite attribuer la tâche à un agent. Donc, chez Partout, on pourrait dire qu'on fait du routing, mais le principe du routing, c'est que les Jimmy ne travaillent pas entre eux. C'est-à-dire qu'on pose une question sur les FAQ, il répond avec les FAQ. Mais il ne peut pas poser de questions à Jimmy donné produit. Donc, on est vraiment sous la forme d'un routing, pas d'une collaboration entre les agents. Vraiment, c'est le manager qui a créé des lignes de nage qui ne se parlent pas. Ensuite, vous avez un autre cas qui n'est pas le routing, qui est la parallélisation. La parallélisation, j'ai une entrée, j'envoie l'agent 1, l'agent 2, l'agent 3. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur le ReWho. C'est-à-dire, je vais choisir 3 choses, je vais donner les infos, ils vont regrouper tout ça et vous avez l'agrégateur qui va ensuite résumer les 3 outputs de l'agent 1, agent 2 et agent 3 et ça l'envoie en sortie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 types de parallélisation. Il y a une parallélisation qu'on appelle par sectioning. Donc, en fait, on va diviser la tâche en sous-tâches qui sont traitées en parallèle pour plus de rapidité. Et comme elles sont traitées en parallèle, l'agrégateur récupère les 3 outputs, les merge et répond. Là, on est vraiment sur du sectionnement de la tâche. On n'est pas sur du séquentiel, on est sur du sectioning. Et il y a un deuxième cas qui est aussi assez intéressant, c'est le voting. En fait, on va demander la même chose à 3 modèles ou à 4 modèles. Et on va demander à la fin à l'agrégateur, non pas de faire la somme des 3 réponses, mais de faire soit la moyenne, soit de choisir celle qui considère être la mieux. Si on reprend sur l'exemple de combien de litres d'eau il faut pour faire la montagne 5 victoires, tout simplement, si je choisis la moyenne, je vais prendre 3 modes de réponse, 3 modèles, et je vais faire la moyenne des 3. Ou alors, je vais me dire lequel a répondu le plus rapidement, ce qui est aussi intéressant. Par exemple, imaginons vous voulez développer un voice bot, qui sera le sujet de la 3e session de cette série. Quand vous appelez, vous détestez avoir trop de latence. Donc, le modèle voice peut envoyer la même requête à 3 modèles et celui qui répond le plus rapidement est le premier qui passe.
pour éviter trop de latence. Tous ces sujets, en fait, alors moi je ne code pas du tout, mais il y a plein de manières de visualiser en fait les multi-agent systems, notamment N8N, qui est donc une manière de visualiser. Ça, c'est des équipes chez Partout, les développeurs, qui m'ont envoyé ça pour que je le rajoute pour que les gens puissent se projeter. En fait, les multi-agent systems peuvent être visuellement, c'est un peu comme un Zapier amélioré. Donc Zapier, c'est juste des workflows entre des systèmes, mais alors N8N, c'est des workflows entre des agents. Et c'est une révolution parce que ça permet tout simplement, pour ceux qui adorent Zapier, d'aller un cran plus loin. Reprenons nos différents types de workflows. Là, on est sur le cas de l'orchestrator worker, un orchestrateur qui envoie des agents et un synthétiseur. La différence entre la parallélisation et l'orchestrator worker, c'est que vous voyez, il y a un petit orchestrateur qui vient avant, qui va travailler sur la division de la tâche. C'est un peu plus compliqué. Et le dernier point qu'on a vu ensemble au début, qui est l'évaluateur optimizer. J'ai en entrée un générateur, j'envoie la solution, l'évaluateur me dit il y a une faute d'orthographe et il me renvoie un feedback et ça permet via une loupe d'amélioration continue d'améliorer la qualité. Maintenant, juste avant de finir sur cette partie-là, je vais prendre un exemple très concret. Vous voulez créer un outil qui permet de créer des sites web. Okay, et là, vous voulez le faire sans que personne le gère. C'est-à-dire un multi-agent system qui crée des sites. Et vous voulez juste qu'on donne le business de l'établissement pour lequel vous voulez créer un site internet et tout se passe parfaitement. Donc, imaginons vous voulez créer une boulangerie. En fait, vous allez envoyer juste le mot boulangerie à un premier agent. Et ce premier agent, il va vous créer le nom de la boulangerie et la tagline, le slogan. Ça va être un premier agent qui va être spécialisé un peu en marketing. Il va l'envoyer à un designer qui va, lui, vous faire le logo et la tagline sur la base du premier output. Ensuite, vous prenez ça avec le logo, les couleurs, etc. Vous l'envoyez à un troisième agent qui, lui, est capable de faire le design d'un site. Il va s'appuyer sur le nom du point de vente et potentiellement les couleurs, etc. et le logo. Il va faire un site. Et ensuite, ce site, il va être envoyé à un autre agent qui, lui, est spécialisé sur la base de maquettes, de coder un site. Et ensuite, vous allez envoyer un testeur pour que le testeur il puisse voir si l'agent développeur a bien développé son site. Et à la fin, vous le mettez en ligne via un autre agent. Et on voit que en séparant les tâches en 5 ou 6 agents, une tâche qui avant paraissait complètement impossible, à savoir mettre un site web en production sur la base juste d'un nom, est aujourd'hui possible en divisant les tâches et en travaillant sur l'orchestration de plusieurs agents spécialisés. Les frameworks qu'on peut utiliser, alors là je n'ai jamais utilisé parce que je ne code pas, donc j'ai plus vu des gens les utiliser dans les formations Coursera, etc. Mais notamment, il y a une très bonne formation de Crew AI sur les multi-agent systems qui est gratuite sur Coursera, que je vous conseille. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub, puisque j'ai votre attention et vous êtes quand même près de 200 à être connectés. Je sors un livre en mars qui ne parle pas du tout d'IA, mais qui parle de Partout et de comment on a développé Partout, comment on a aussi fait face à certaines crises. Donc, c'est un retour d'expérience sur les années 2020 à 2025. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, donc j'espère qu'il vous plaira. Et je me suis posé la question si ça avait un lien, mais bon, comme j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en start-up, peut-être que vous pourrez aussi m'aider à lui donner de la visibilité vu le temps que j'y ai passé. On arrive à la fin de ce premier webinaire, 54 minutes. J'espère que c'était assez clair. Il y en a 3 autres qui arrivent, plutôt en avril, puisque en mars, je vais prendre une petite pause. Et si vous voulez m'aider dans tout ce travail, vous pouvez recommander cette formation qui est gratuite, que je fais complètement bénévolement, que vous pouvez partager sur LinkedIn. Vous pouvez aussi regarder toutes les formations passées si vous ne l'avez pas fait. Voilà, et merci pour votre soutien. C'est toujours un plaisir de faire ces moments. Et moi, je l'ai fait voilà, parce que je pense que c'est hyper important pour tout le monde de s'intéresser à ces sujets. Je trouve que c'est des sujets passionnants et j'espère pouvoir vous communiquer un peu de mon excitation sur tout ça. Merci à tous et passez une excellente journée. Ah, je vais peut-être prendre les questions en fait, s'il y a des questions. On
Ah, oh là, j'en ai déjà quelques-unes. Alors, il y a des questions sur la mémoire, notamment la mémoire, est-ce que ça se met dans le prompt? Non, non, la mémoire, elle est intégrée, ça va chercher un peu ailleurs. Ce que je vous propose, c'est... alors, je sais pas où... c'est si vous avez des questions, on va publier le webinaire aussi. Vous pouvez poser les questions et comme ça, je répondrai directement parce qu'on est déjà à 55 minutes et je pourrai répondre sur le replay sur YouTube. Et aussi, un dernier point. Merci beaucoup de vous être connectés ce matin. Je sais que vous pouvez aussi accéder au webinaire en replay, mais c'est juste pas du tout la même chose de vous avoir avec moi là ce matin que de le faire tout seul devant un ordi. Donc, merci beaucoup de vous connecter en présence, enfin en direct plutôt que de regarder les replays. Ça m'aide beaucoup. Donc, merci à vous et bonne journée.